Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Mon invité aujourd'hui s'appelle Guillaume Grosso, il est directeur général de One France. Bonjour Guillaume. Bonjour. On est en période électorale et c'est vrai que c'est généralement la période où l'on présente les cahiers de doléances aux différents leaders politiques. C'est le cas également de One. Oui, tout à fait. Alors One, qui est une organisation non gouvernementale qui se focalise sur la lutte contre la pauvreté, en particulier en Afrique, on avait évidemment notre mot à dire pendant la campagne présidentielle et nous avons interpellé les candidats, les 10 candidats à la présidentielle française. C'était hier mardi 10. Alors, il y a eu 2 interpellations. La première qu'on a baptisée One Vote et que vous pouvez trouver sur notre site one.org, qui demande aux candidats de s'engager pour un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique avec un certain nombre de propositions. On pourra peut-être revenir dessus. Et puis, deuxième interpellation hier, alors qu'on s'approche du G8 de Camp David, qui est le G8 américain qui aura lieu en fait juste après l'élection présidentielle française, nous avons souhaité adresser un message aux candidats à la présidentielle en leur disant « Vous allez être élus, la première grande rencontre, le premier grand rendez-vous que vous aurez sur la scène internationale juste après votre élection, ce sera ce G8. Et là, il faut ne pas oublier l'Afrique et en particulier ne pas oublier la problématique agricole, la problématique de la sécurité alimentaire. » Pourtant, vous savez, aujourd'hui, les thèmes qui sont absents de la campagne, ce sont notamment ceux sur la politique étrangère. On n'a jamais eu une campagne qui soit aussi domestique. Alors en général, les campagnes présidentielles en France, elles se jouent beaucoup sur des terrains très internes. Généralement, on disait que ce sont les Américains qui se referment sur eux, mais là, la France, c'est quand même étonnant qu'on ait une campagne aussi comment dirais-je, hexagono-centré. Tout à fait, et c'est d'autant plus étonnant que, typiquement, quand on prend la relation entre la France et l'Afrique, on se rend bien compte que l'Afrique devrait être au cœur des problématiques, évidemment pas la problématique centrale, mais l'une des problématiques les plus importantes, tout simplement parce que la France est en récession, on a une crise économique absolument terrible en Europe, et pendant ce temps, l'Afrique continue de croître économiquement, et donc on voit bien qu'il y a un potentiel de partenariat énorme, et si on se place du point de vue des défis, eh bien, lorsque la France est confrontée à un certain nombre de défis, par exemple sanitaires, comme le sida, on se rend bien compte que les solutions ne peuvent pas venir strictement de l'intérieur de l'Hexagone. Il faut avoir une politique mondiale si on veut répondre à ces genres de challenges. Vous parliez tout à l'heure de One Vote, qui était l'interpellation des 10 candidats à la présidentielle française. Est-ce qu'ils vous ont tous répondu? Alors aujourd'hui, évidemment, on attend encore des réponses, mais nous avons reçu 8 des 10 candidats qui nous ont répondu, qui se sont prêtés au jeu, et notamment les principaux. Nicolas Sarkozy nous a répondu, François Hollande nous a répondu, et les réponses se trouvent sur one.org. D'accord. Ils se sont montrés généreux ou quel a été le plus généreux, le moins généreux en matière de politique de coopération? Mais je crois on les a interpellés sur un des sujets qui nous tient beaucoup à cœur, qui est cette promesse qui est vieille de 40 ans. La France doit faire 0,7% de ses ressources vers l'aide publique au développement. C'est une promesse qui a été faite en 1970 et qui n'a toujours pas été tenue depuis 40 ans. Donc on a demandé aux candidats si enfin le prochain président allait tenir cette promesse. Et les réponses qu'on a eues sont plutôt timides, avec un Nicolas Sarkozy qui nous dit que oui, il tiendra la promesse à l'horizon 2015, mais qui, bien sûr, sa crédibilité doit être mise en lumière avec ce qu'il a fait depuis qu'il a quand même été au pouvoir depuis 5 ans. Et on voit bien qu'on est peut-être sur un chemin, mais en tout cas un chemin très lent, vers ce résultat. Quant à François Hollande, lui s'engage à le faire aussi, mais sans donner de date limite. Donc on risque encore une fois de remettre cette promesse au calendrier grec. D'accord. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec le contexte de crise, il est difficile pour les pays européens, la France comprise, d'être aussi généreuse qu'elles auraient souhaité l'être. Mais je crois qu'on peut voir ça comme ça, en disant qu'effectivement la crise, ça rend tout le monde un petit peu plus prudent sur les sommes engagées. Mais on peut aussi se tourner vers notre voisin, le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui est dans une situation de crise qui est au moins aussi importante que la crise française. Et malgré tout, l'Angleterre s'engage sur la voie des fameux 0,7% de ses revenus pour l'aide au développement, non pas en 2015, qui est la promesse qui avait été faite en fait au niveau européen, mais dès 2013, l'Angleterre le fera. Alors si l'Angleterre réussit à le faire en 2013, il n'y a absolument aucune raison qu'un pays comme la France ne puisse pas le faire. Elle n'est pas dans la zone euro, l'Angleterre. Alors l'Angleterre n'est pas dans la zone euro, mais elle fait face à un certain nombre de difficultés qui sont au moins identiques. C'est une place financière très importante, et on sait très bien que les banques ont été au cœur de la tourmente depuis 2-3 ans. Ce qui est remarquable quand on prend l'exemple de l'Angleterre, c'est que vous avez un pays qui, sous les travaillistes, sous la gauche, a pris l'engagement très fort
de l'aide publique au développement et qui, sous la droite conservatrice de David Cameron, maintient cet engagement, maintient la parole, et donc on voit bien qu'il y a une sorte de consensus transparti vers quelque chose qui finalement est un bien public. Et on espère que la France peut suivre, doit suivre le même modèle. Et je voudrais revenir, peut-être on va en parler un petit peu plus tard, mais sur, au-delà de l'argent, il y a quand même d'autres problématiques importantes sur lesquelles on attend un pays comme la France. Et l'une de ces problématiques, c'est l'agriculture. C'est pour ça qu'on a lancé l'opération dont vous parliez hier. On l'a baptisée Triple A. Alors c'est un clin d'œil, bien sûr, justement à la situation économique, puisque souveraine. On sait que la France se bat beaucoup à l'échelon international pour ce fameux Triple A. Eh bien, nous souhaitons que la France se batte aussi avec au moins autant de fougue à l'échelon international pour un autre Triple A, agriculture, alimentation et finalement avenir. Alors ce qu'on dit, c'est que la situation, par exemple, en Afrique de l'Ouest est catastrophique sur le plan agricole. On sait qu'elle est extrêmement tendue, cette situation. Les Nations Unies, d'ailleurs, ne cessent de mettre les gens en alerte. On risque d'arriver à une famine d'ici la fin du printemps, d'ici le début de l'été. Eh bien, la France va se retrouver au G8 juste après l'élection présidentielle. Énormément de gens en Afrique de l'Ouest se tournent vers ce pays pour que la France porte cette voix en disant il faut que la communauté internationale s'engage sur un nouveau plan, un plan réaliste, un plan à court terme et à long terme, pour que plus jamais on puisse dire que la famine est un phénomène qui existe encore dans un continent comme l'Afrique. Vous savez, généralement en politique, on dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais je crois que pour le G8, ce n'est pas très différent, parce que lors des différents sommets, l'Afrique a été au cœur des débats. Les promesses d'engagement par rapport au développement ont été nombreuses, mais quand on fait le bilan aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que l'on soit dans une moyenne de respect de ces engagements qui soit très forte. Alors c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs tous les citoyens à venir signer la pétition qui est sur one.org/fr et qui demande aux dirigeants, et notamment aux dirigeants du G8, de se mobiliser. Et je crois que la voix des citoyens doit pouvoir porter. Mais c'est vrai que si on fait le bilan des initiatives précédentes, en 2008, le G8 s'était déjà préoccupé d'agriculture et de sécurité alimentaire. À l'époque, il y avait eu une grande réunion en Italie qui avait donné lieu à une promesse d'investissement massif de la part des pays les plus riches dans l'agriculture des pays en développement, et notamment dans l'agriculture africaine, à hauteur de 22 milliards. On est aujourd'hui à l'heure des bilans, 3 ans après, c'était une promesse sur 3 ans, on s'aperçoit que 22% seulement des sommes promises ont été versées, donc on n'est même pas au quart de ce qui a été promis. Et je crois qu'aujourd'hui c'est complètement inadmissible. On sait que les politiques préfèrent attendre qu'une situation d'urgence se déclenche, qu'on en arrive à des extrêmes où les gens commencent à mourir de faim pour pouvoir, évidemment sous l'œil des caméras, aller apporter l'aide humanitaire. Alors qu'il suffirait d'investir en amont, d'ailleurs ça coûte beaucoup moins cher, il y a des études très sérieuses qui ont montré que mettre 1 euro en amont dans l'agriculture, ça permet d'économiser 4 euros dans l'aide d'urgence. Donc il suffirait d'investir dans cette agriculture sur du long terme pour éviter des situations dramatiques. Et au-delà de ça, je pense d'ailleurs qu'il faut le dire, il n'y a pas que l'argent qui est le nerf de la guerre dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on dit dans notre pétition. Il faut aussi prendre des mesures, je dirais, qualitatives, extrêmement importantes, comme limiter la spéculation sur les denrées alimentaires. Aujourd'hui, la spéculation, elle est complètement emballée. C'est une machine folle. Oui, quand je vous parlais de promesses qui ne sont pas tenues, plusieurs dirigeants européens, dont Nicolas Sarkozy, s'étaient engagés à limiter cette spéculation. Il n'en est rien aujourd'hui. Alors, ça a été l'objet de beaucoup de discussions lors du G8 et du G20 français de l'année dernière, et notamment du G20 qui s'est tenu à Cannes à la fin de l'année dernière. Il y a eu quand même un certain nombre d'avancées. One, d'ailleurs, avait beaucoup poussé à l'époque pour qu'on puisse... à l'époque, on était dans le contexte d'une tension très forte sur la corne de l'Afrique, une tension alimentaire très forte, pour qu'on puisse s'engager à limiter cette spéculation. Il y a eu, sur le papier, un accord entre les 20 pays les plus importants du monde. Maintenant, cet accord, il faut le mettre en œuvre. Il faut notamment que l'Europe se dote d'une agence qui permettra de suivre cette spéculation, de la réguler et d'empêcher ces extrêmes. Et là, on sera très vigilant parce que vous avez tout à fait raison, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et on a beaucoup tendance à lancer des grandes paroles et des grands arguments dans des forums comme le G20 qui sont rarement suivis d'effets, et ça, il faut que ça cesse. C'est pour ça que chez One, nous pensons que l'engagement citoyen, c'est le meilleur moyen de rappeler aux politiques, et puis il faut se dire, on est dans une période d'élection présidentielle, et un politique, ça veut être élu. Donc si nous sommes des centaines de milliers, des dizaines de milliers à dire, voilà, pour nous ça compte, il faut prendre ça en compte dans votre campagne, dans vos engagements et dans ce que vous ferez lorsque vous êtes élu, eh bien nous pensons que ça peut avoir un impact très important. D'accord. Donc quand vous prenez la naissance de One, c'était quand même sur
sur un phénomène de crise alimentaire également, de famine même pratiquement en Éthiopie, si je ne me trompe pas. Alors les origines de One, bien avant que d'ailleurs l'association s'appelle One, ce sont des gens très engagés comme le chanteur Bono du groupe U2, comme Bob Geldof, qui en 1984 étaient horrifiés de la situation éthiopienne, qui à l'époque était vraiment dramatique, et qui s'étaient rassemblés dans quelque chose qui s'appelait Band Aid. Ils avaient fait un disque avec un certain nombre d'artistes pour se mobiliser à l'époque pour justement venir en aide aux populations éthiopiennes. Alors on est évidemment aujourd'hui 30 ans plus tard, hein, et les problématiques ont quelque peu évolué, et One, qui est un peu l'héritière de toutes ces luttes-là, travaille maintenant sur d'autres sujets, dont notamment la santé publique, l'éducation, mais aussi tout ce qui est la transparence dans les entreprises, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais évidemment, notre racine, nos origines, c'est la sécurité alimentaire, c'est l'alimentation, l'agriculture, et c'est pour ça que pour nous, cette campagne, elle revêt une importance extrêmement forte. Mais si vous n'arrivez pas à mobiliser suffisamment d'argent au niveau des États, est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives? Vous parlez de la mobilisation citoyenne tout à l'heure. Cette mobilisation peut également servir à payer le manque à gagner. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, nous venons de publier un rapport dans le cadre de la campagne Agriculture, Alimentation à venir. Et ce rapport préconise plusieurs choses, notamment la mobilisation des flux du secteur privé, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est aussi profitable. Et donc, le privé a sa part à jouer dans l'alimentation. Et puis, nous demandons également à ce que les gouvernements africains jouent leur rôle fassent partie de ce mouvement. Il faut savoir qu'il y a eu des engagements qui ont été pris par les pays africains pour que 10% des budgets des États africains soient consacrés à la promotion, au développement agricole. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, pratiquement 10 ans après cet engagement qui a été pris, eh bien, on n'est même pas à 5-6%. Bon, il y a quelques pays qui se démarquent, mais en règle générale, l'engagement n'a pas été tenu. Alors s'il est vrai qu'il faut évidemment être très vigilant sur les grands bailleurs de fonds, notamment le G8, notamment la France, parce que ce sont des acteurs considérables qui peuvent changer la donne. Il faut aussi rappeler aux partenaires, aux pays africains qu'il y a un engagement qui a été pris qui doit être tenu. D'accord. Et du côté des paysans, des agriculteurs africains, est-ce qu'il y a une action pour les associer à la campagne, pour les défendre? Parce que généralement, ce qui arrive avec eux, c'est que s'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits, ils sont eux-mêmes en situation soit de malnutrition, soit de famine, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et donc, du coup, la chaîne de production alimentaire et agricole est cassée. Oui, c'est terrible. Alors d'abord, c'est un cycle infernal qui peut même se dérouler sur plusieurs générations. Hein. C'est-à-dire vous avez une famille pauvre qui, du coup, ne peut pas nourrir ses enfants très très bien. Ces enfants qui sont malnutris, qui sont mal nourris, ne vont pas pouvoir se développer, ne vont pas pouvoir avoir une activité professionnelle qui leur permettra de gagner de l'argent. Et donc, ils vont se retrouver à leur tour dans la pauvreté et passer la pauvreté à la génération suivante. Donc, il y a un lien très très étroit, très très ténu entre l'agriculture, la sécurité alimentaire et la pauvreté. Donc nous disons, si le G8 s'engage en particulier, et c'est pour ça que nous avons cette pétition, si le G8 s'engage à Camp David dans un mois, à l'horizon 2015, nous pouvons sortir non seulement 15 millions d'enfants de la malnutrition, ce qui serait déjà un exploit important, mais aussi 50 millions de personnes de la pauvreté, parce que c'est bien de pauvreté qu'il s'agit derrière les problématiques agricoles. Merci beaucoup, M. Guillaume Grosseroux. Je rappelle que vous êtes le directeur général de One for All. Nous espérons que cette campagne portera ses fruits et qu'en 2010, au-delà des objectifs millénaires pour le développement, l'on pourra atteindre cet objectif-là contre la pauvreté et la malnutrition. Merci d'être venu. Mais c'est moi qui vous remercie, et puis j'invite évidemment tous les téléspectateurs à se rendre sur one.org pour signer la pétition, parce que plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus, tout simplement. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.